Le journal de l'Afrique, édition spéciale consacrée aux événements au Mali, mutinerie ou coup d'État en cours. La situation est très confuse au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé sont entre les mains des mutins. Cela a été confirmé par des sources officielles. Tout a commencé ce mardi matin dans le grand camp militaire de la ville garnison de Kati, proche de Bamako. Des soldats ont tiré des coups de feu en l'air pour une raison inconnue. Nous irons à Bamako retrouver notre correspondant Ahmed El-Khoury. Nicolas Germain est avec nous sur ce plateau. Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, sera avec nous en direct de la capitale malienne, et notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk, nous livrera les réactions dans la région. Tout a commencé tôt ce matin dans le camp militaire de Kati. Des coups de feu sont entendus, des témoins évoquent des tirs en l'air par des soldats. Les observateurs sur place parlent alors d'une mutinerie en cours. Mais en fin de journée, la situation se complique et devient encore plus confuse. Une source officielle finit par confirmer que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé sont entre les mains des mutins. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Bamako, Ahmed El-Khoury. Ahmed, la situation, je le disais, est très confuse. Quelles sont vos informations ? Ahmed, est-ce que vous m'entendez ? Visiblement, on a un petit problème de liaison avec notre correspondant à Bamako. Allô? Allô? Ahmed, vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends bien. Alors, Allô? je vous demandais quelles étaient vos dernières informations, Ahmed. Oui, j'ai dit qu'en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, depuis ce matin, cette mutinerie a conduit quand même aux environs de 17 heures à l'arrestation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son premier ministre, Boubou Cissé, qui ont été conduits par ces jeunes mutins, ces militaires cette fronte-là, qui se sont rendus, dit-on, Sundiata Keïta, sur les élévations de Kati, à quelques kilomètres de la capitale de Bamako, où ils avaient d'abord commencé ce matin par des tirs à l'arme lourde, un petit accrochage entre eux et les occupants militaires comme eux. Puis après, ils sont descendus prendre les grandes rues, les grandes voies de la ville, l'ORTM, et vers l'après-midi, ils se sont rendus en colonne militaire dans des camions et des chars de combat au domicile du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aucune opposition de la garde présidentielle qui était déjà devant la porte de la résidence du président. Ils sont rentrés très gentiment, pacifiquement. Le président de la République, suivez-nous, monsieur le président. Il les a suivis, aussi bien lui que son premier ministre. Ils se sont rendus donc à la même garnison où ils sont pour le moment, en tout cas, arrêtés entre les mains de ces mutins. Coup de force, coup d'État ou discussion pour arriver à une solution de crise qui, depuis le 5 juin, vous le savez, vit au Mali. Eh bien, le Mali vit cette crise du M5 qui porte le nom du 5 juin en termes de M5, avec une bonne frange de la population, des partis politiques et de la société civile, et qui demande la démission du président de la République. Alors, est-ce que l'armée a tout simplement voulu arrêter cette situation de crise qui n'a fait que trop durer, sans gouvernement, sans rien, ou alors est-ce un coup d'État? Tout reste encore, comme vous l'avez dit, madame, absolument dans le flou total. On attend. Cependant, eh bien, aucune opposition, aucune violence n'a été signalée ni au domicile du président de la République qu'à son arrestation, pas du tout. Au contraire, les enfants ou ceux qui sont ses proches qui étaient avec lui à l'intérieur de sa résidence, eh bien, eux, ils sont toujours comme si de rien n'était. Ils n'ont amené que le président de la République, et pacifiquement dans leur véhicule sur Kati. Cependant, au niveau de la ville, oui, il faut le dire, il y a des liesses populaires depuis ce matin, des manifestations, des manifestants du M5 à la place de l'Indépendance, et quand l'opération a été terminée, on a vu des militaires à bord de leur camionnettes et autres camions en train de tirer en l'air, tout simplement pour manifester aussi leur joie. Le RTM continue à émettre sans avoir fini des rediffusions, mais c'est également de ce côté, eh bien, silence radio. Pour l'instant, Mariam, on nous dit qu'il y a beaucoup d'arrestations de hautes personnalités, des ministres et autres. Oh non, c'est absolument rien du tout, parce que aucune déclaration des mutins
n'est encore sorti. C'est silence radio Bamako, ni du côté du pouvoir, encore moins du côté de ceux qui viennent justement prendre le pouvoir en main, le président de la République en main. Donc le contrôle est entre les mains de ces militaires-là. On attend de voir d'un moment à l'autre que se passera-t-il. Et on va rester très prudent, vous l'avez bien dit, on n'a pas d'informations, hein, vous l'avez bien dit Ahmed El-Khoury. Merci beaucoup pour toutes vos informations et on va écouter justement quelques réactions à Bamako. Vous le disiez, certains se sont rassemblés pour soutenir cette opération. On va écouter quelques réactions à Bamako. D'abord, c'est au pouvoir. Même si les hommes acceptent, nous les femmes quand même, on ne va pas accepter. Il a été maudit par le bon Dieu, c'est pour ça que les militaires sont levés aujourd'hui. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas normal. Nous sommes déjà coués, mais on a fait la poli. Amena fanga bla. Awa sira de ga donc nous sommes déjà les parce que jamana nous sommes déjà magabi mali la fiance ma don don. Amo sira de ga on jeunesse ou boleno. Donc on est là pour défendre les intérêts de les enfants. L'avenir appartient à la jeunesse. Donc même ay bombe atomique c'est la jeunesse là. Donc on est mobilisé, on est motivé, nul ne peut nous arrêter. Uye bolko chama ke nanye uya wele me binala sonani tirintigu utaro la vraiment o jaranye anda ala deli ningaki ako kunkele inshallah odi ambo kunye bi kana nyere sura ni so jale no kosebe anyanga misiru ni tombla kana kenena ni de kama ame doge jamana ka hera be mina ala ko latige. Et Nicolas Germain, responsable d'édition du Journal de l'Afrique, est avec nous sur ce plateau. Nicolas, ces événements au Mali se déroulent dans un contexte politique particulier, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre correspondant. Oui, il faut remonter au mois de mars-avril lorsqu'il y a eu les élections législatives. Et en fait, en avril, la Cour constitutionnelle décide d'inverser un certain nombre de résultats en faveur du parti d'Ibeka, ce qui provoque déjà une certaine colère. Et il y avait déjà une colère sous-jacente parce que les opposants dénoncent un régime corrompu. Ils affirment qu'il y a une grande insécurité avec les attaques djihadistes dans le nord du Mali, mais également dans le centre du Mali, des violences intercommunautaires également. Et donc tout ça a poussé à ces grandes manifestations qui ont commencé au mois de juin. Ensuite, en juillet, vous avez un événement qui a été assez important au Mali. C'était sur des vidéos sur les réseaux sociaux du fils d'Ibeka, Karim Keïta, qui est député. Et pendant cette grave crise économique et politique, on le voyait sur un yacht de luxe avec des femmes légèrement vêtues. Ça a fait créer encore une certaine colère au Mali. Le 10 juillet, vous avez une très très grande manifestation qui sera violemment réprimée. Il y aura plusieurs morts. Et puis, un événement qu'il faut également rappeler et qui résume bien l'atmosphère qui règne au Mali depuis quelques mois. En mars, vous avez le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui est enlevé par des hommes armés. On pense qu'il est aux mains aujourd'hui de djihadistes. Alors Nicolas, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer les prochaines heures, mais c'est dans ce camp militaire qu'est parti le coup d'État de 2012. Oui, on se demande si l'histoire ne se répète pas. C'était en mars 2012. Alors le contexte était un peu différent. À l'époque, vous aviez des rebelles Touaregs dans le nord qui avaient lancé une grande offensive. Et les militaires dans le sud du Mali, ils estimaient que le président d'alors, Amadou Toumani Touré, dit ATT, il était incompétent, il ne faisait rien face à ces rebelles. Donc ils avaient décidé de faire un coup d'État. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'un mois après le coup d'État, les militaires avaient donné le pouvoir à un gouvernement civil intérimaire. Donc il faudra bien voir si jamais c'est vraiment un coup d'État ce soir, est-ce que dans un mois, ils vont également donner le pouvoir à un gouvernement civil intérimaire. Et puis, il faut rappeler à l'époque que les rebelles Touaregs, en fait, ils avaient vite été évincés par des djihadistes dans le nord. Et pendant toute l'année 2012, on a eu une montée en puissance des groupes djihadistes dans le nord du Mali. Et c'est ce qui pousse en janvier 2013 le Mali et la France à une intervention armée contre ces groupes djihadistes qui les chassent hors du Mali, au moins temporairement. Et puis, c'était le début de l'installation d'une force française dans le Sahel, puisqu'aujourd'hui, donc 7 ans plus tard, vous avez 5000 hommes dans le cadre de l'opération Barkhane, donc pas seulement au Mali, mais dans différents pays du Sahel. Ensuite, en août 2013, vous aviez, après cette intervention armée, vous aviez l'élection de Ibeka à son premier mandat. Il est élu un deuxième mandat en 2018, mais on a vu que ce deuxième mandat, cette année 2020, était catastrophique avec le coronavirus, l'économie fragilisée, les attaques dans le nord et le centre. Et donc, tout cela fait qu'on arrive à ce 18 août, qui sera sans doute une date historique dans l'histoire récente du Mali. Merci beaucoup Nicolas Germain pour cette remise en contexte et pour cet éclairage. On va partir tout de suite à Bamako, retrouver notre invité Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Merci beaucoup d'être avec nous. La situation est très confuse, on ne cesse de le dire, dans un contexte politique très tendu. Ce que vient de nous expliquer Nicolas Germain, est-ce qu'on va vers un coup d'État à votre avis ? En tout cas, la situation est encore très confuse à Bamako. On ne sait vraiment pas, il n'y a pas eu jusqu'à présent de communication officielle ni de la part du gouvernement, ni de la part
des mutins. Donc on ne sait vraiment pas la situation dans laquelle on se trouve présentement. Mais tout porte à croire qu'il y a une volonté de certains militaires de prendre en main la gestion du pays. À l'origine des manifestations ces dernières semaines, ces derniers mois, a déclaré ce soir qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais le résultat d'une insurrection populaire. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Peut-être il faut rappeler le contexte historique du pays. C'était le même argument en 1991. Le coup d'État du 26 mars est intervenu aussi à la suite de séries d'événements de contestation et d'insurrection. Même si en 2012, il n'y a pas eu toute cette contestation, c'est également pour justifier la crise de gouvernance qui sévissait dans le pays. Encore en 2020, c'est presque une demi-surprise ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que depuis juin, ça a été rappelé tout à l'heure, on était dans une situation d'une crise de gouvernance, et tous les points, tous les facteurs pointaient vers le président de la République et qui semblait cristalliser cette crise de gouvernance-là. Alors vous dites que c'était prévisible. Est-ce que des militaires ont apporté leur soutien à cette opposition? Il est très difficile de détacher ce qui s'est passé aujourd'hui de la contestation en cours dans le pays depuis juin. On sait qu'il y a eu plusieurs sorties du mouvement du 5 juin pour demander le départ du président de la République. Et face à cette demande, il n'y a pas eu de réponse du président de la République sur cette question de démission. Et on savait que tout ce qui pouvait faire partir le président, ce qui s'est passé aujourd'hui faisait partie des scénarios et qui pouvaient matérialiser ce départ du président de la République. Donc, comme il n'y a pas eu de solution, tous les dialogues qui ont été entamés et engagés dans le pays, que ce soit au plan interne, que ce soit au niveau régional engagé par la CEDEAO, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de suite favorable. On était quasiment dans une situation d'impasse à ce jour. Alors Baba Dakono, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Cette crise politique aura-t-elle des conséquences sur le terrain? En d'autres termes, les terroristes vont-ils profiter de cette confusion? La première des choses, c'est que les groupes extrémistes violents profitent toujours de situations. Donc, il y a un opportunisme avéré dans l'agissement de ces groupes-là. Donc, si cette situation offre une opportunité, elle sera tout de suite saisie par les groupes. L'opportunité pourrait venir de la suite des événements, parce que comme ce qui s'est passé en 2012, si jamais il y a une rupture dans la chaîne de commandement militaire, il pourrait justement avoir un impact dans la gestion du dispositif sécuritaire du pays, comme on l'a vu en 2012. Mais si il y a une certaine forme de fusion autour de l'action d'aujourd'hui au sein surtout de la hiérarchie militaire et qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de commandement, il y aura certainement des effets négatifs, mais des effets qui seraient contrôlables et des effets à minimum. Alors on perçoit l'inquiétude de la France qui est présente, Nicolas Germain le disait, présente au Mali avec la force Barkhane, mais les pays voisins également touchés par le terrorisme qui frappe le Sahel surveillent de très près la situation. Quelles conséquences sur ces pays? La conséquence, c'est peut-être le renforcement du Mali en termes de base arrière pour les groupes terroristes. Mais il y a aussi une des conséquences qu'il est important à ne pas occulter, c'est le lien qui existe entre les questions de gouvernance, donc la stabilité politique et le développement de ce terrorisme-là. On sait que la question de l'application de la charia est une barrière présentée par les groupes extrémistes violents, mais en filigrane, et ce qui explique le ralliement de nombreuses communautés à la cause de ces groupes extrémistes violents, ce sont les questions de gouvernance, notamment les frustrations et les griefs contre la justice, pour l'accès équitable aux services sociaux de base. Donc oui, les conséquences peuvent être sécuritaires d'un point de vue base arrière, mais les conséquences peuvent être aussi politiques en ce qui concerne la contagion au niveau de l'instabilité politique que la situation au Mali pourrait entraîner dans toute la région. Alors, vous parlez de la situation politique, mais il y a aussi la situation économique. On a beaucoup parlé lors de la lutte contre le terrorisme du G5 Sahel. On a parlé aussi du développement économique pour lutter contre l'insécurité. Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas lié? Est-ce que l'instabilité politique et sécuritaire n'est pas aussi liée à l'impossibilité de construire une économie forte et de développer le pays? Absolument. C'est un cercle vicieux qui s'est installé et justement les réponses qui sont pensées et les réponses qui doivent être mises en œuvre
devrait intégrer les liens ou l'interdépendance des facteurs qui concourent au développement de l'insécurité caractérisée par l'activisme des groupes extrémistes violents. Donc, en prenant en compte l'un des aspects de ce cercle vicieux, il sera difficile de rompre la chaîne. Donc, il y a cette interdépendance sur les facteurs économiques, les facteurs politiques, mais le plus important, comme je le disais tout à l'heure, c'est la question de gouvernance qui revient beaucoup, notamment les frustrations liées à la justice, à l'accès aux services sociaux de base, mais cela ne doit pas occulter le fait qu'il y a une interdépendance entre les facteurs qui concourent aujourd'hui au développement de l'insécurité dans cette région. Merci beaucoup Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Merci beaucoup pour votre éclairage. Et on va partir à Abidjan retrouver notre correspondant Thaïs Brouk pour recueillir quelques réactions régionales. Thaïs, beaucoup ce soir regardent du côté du Mali et les condamnations sont nombreuses. Oui, effectivement, hein, les réactions dans la région sont unanimes. Tous condamnent avec énergie ce qu'on peut qualifier de tentative de coup d'État. Dans un communiqué, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a rappelé sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans l'ordre, dans une posture républicaine. La CEDEAO, d'ailleurs, a indiqué qu'elle prendra toutes les mesures et toutes les actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel. Même son de cloche du côté de l'Union africaine. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lui aussi condamné avec énergie cette tentative de coup d'État. Et il a aussi appelé à la libération de Ibrahim Boubacar Keïta, de son Premier ministre et des autres membres du gouvernement qui, semble-t-il, sont eux aussi entre les mains de certains militaires au Mali. Merci beaucoup Thaïs, et j'ajoute que l'ONU appelle à une réunion dès demain pour parler justement de la crise actuelle au Mali. Merci beaucoup Thaïs Brouk. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a une situation très confuse au Mali en ce moment. Une tentative de mutinerie ou un coup d'État. Le président Ibeka et son Premier ministre seraient entre les mains de mutins. L'information a été confirmée par des sources officielles. Nous suivrons bien évidemment cette information sur France 24 et l'actualité au Mali. Restez avec nous, l'info continue.